Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine de BX1 qui, chaque soir, vous aide à décrypter l'actualité. Notre formule du vendredi, c'est un rendez-vous avec un grand témoin, 25 minutes d'entretien pour essayer d'y voir plus clair et aussi répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Cette semaine, dans l'actualité, il y avait une grande manifestation des syndicats dans les rues de Bruxelles. Ce ne sera probablement pas la dernière. Une polémique au Parlement fédéral pour savoir ce que le gouvernement fédéral a réellement décidé en matière de taxation des plus-values et puis aussi quelques petites phrases dans le cadre des négociations régionales bruxelloises. Notre témoin cette semaine a été ministre de l'Emploi et de l'Économie pendant la précédente législature, donc dans le gouvernement précédent. Il est désormais dans l'opposition. Le Parti socialiste l'a désigné comme chef de groupe à la Chambre. C'est Pierre-Yves Dermagne qui est notre invité. Bonsoir Pierre-Yves Dermagne. Bonsoir. Donc chef de groupe au Parlement fédéral, ça veut dire que vous allez désormais incarner l'opposition au gouvernement de Bart De Wever, un gouvernement qui a dû aussi affronter cette semaine l'hostilité des syndicats et des militants syndicaux. Au moins 60 000 personnes d'après la police, peut-être 100 000 d'après les syndicats étaient dans les rues de Bruxelles. Reportage Romain Van Nevel. Ils sont enseignants, pompiers, cheminots, militaires. Ils viennent du secteur culturel, des services publics, du transport et de la logistique. C'est tout un pan de la société qui marche dans Bruxelles aujourd'hui. On n'a pas le choix en fait. Le gouvernement, il nous saigne, il nous pousse à bout, il nous pousse dans nos retranchements les plus lointains. On n'a qu'une seule solution aujourd'hui, c'est d'exprimer notre mécontentement. C'est imbuvable. Autant pour les travailleurs, autant pour les allocataires sociaux et surtout aussi pour les pensionnés. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur en fait de tous ces changements-là. Et je pense que nous-mêmes, on ne s'y attendait pas, mais je pense que la population commence tout doucement à prendre conscience qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Le siège des engagés, brièvement ciblé, a été protégé par le cordon policier. Un dispositif de police s'étend sur toute la marche, en particulier ici, devant le siège du mouvement réformateur, ciblé par des jets d'œufs et de pétards. C'est vrai qu'à proximité de la police et des forces de l'ordre, on se prend des gaz lacrymaux et on a aussi le risque de se prendre les autopompes si on se rapproche trop près. On va rien lâcher, c'est-à-dire que là c'est la première étape, il y en aura une deuxième, donc là c'est quand, rappelez-moi, le 31 mars. Le 31 mars, donc c'est une journée de grève nationale et puis progressivement on montera et jusqu'à ce que le gouvernement enfin accepte de nous écouter. Probablement le point de départ de 5 années de relations mouvementées entre les syndicats et l'Arizona. Pierre-Yves Dermagne, donc gros succès pour cette manifestation. Le PS était en partie présent. Vous y étiez personnellement? Oui, moi j'ai pris le train depuis Rochefort, ma commune, le matin, à 7h du matin, 7h30, et j'ai accompagné le cortège. Donc vous reconnaissez dans les mots d'ordre syndicaux et dans les inquiétudes syndicales? Mais ce n'est pas uniquement les mots d'ordre syndicaux et les inquiétudes syndicales, c'est des inquiétudes d'une grande partie de la population, travailleurs, travailleuses, des pensionnés, des agents des services publics, il y avait des pompiers, des policiers, des militaires qui avaient pris congé pour venir manifester. Donc oui, effectivement, je m'y retrouve parce que c'est ce qu'on entend autour de soi, c'est ce que j'entends autour de moi, dans ma famille. C'est quoi qui vous choque le plus et qui vous mobiliserait le plus si vous étiez un travailleur parmi d'autres? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un gouvernement de promesses non tenues. L'EMR et les engagés particulièrement ont fait campagne sur la promesse de gagner 500 € net en plus par mois. Ils ont reconnu au Parlement que ce n'était pas le cas. Il y aura 500 € de décalage entre les allocations sociales et les plus bas salaires. Ce qui existe déjà. Donc il y a une étude de l'Université d'Anvers qui a établi que dans la grande majorité des cas, il y a déjà 500 € au minimum entre un inactif, un chômeur et un travailleur, une travailleuse. Il n'y aura pas d'amélioration du pouvoir d'achat? Non, que du contraire, ça va se détériorer parce qu'il y a toute une série de services qui vont coûter plus cher. Et en plus, c'est un gouvernement qui fait payer l'austérité sur la classe moyenne. 95% de l'effort demandé par ce gouvernement, c'est la classe moyenne qui va la payer. Et seulement 5 petits pourcents les plus riches. Donc c'est vraiment un gouvernement qui a trahi ses promesses, un gouvernement injuste envers les travailleurs, les travailleuses, envers les pensionnés, envers les allocataires sociaux. Et c'est un gouvernement en plus qui n'est pas un gouvernement sérieux puisque l'épure budgétaire ne tient pas la route. Les économistes le disent, ce n'est pas le service d'études du Parti socialiste, ce sont toute une série d'économistes, notamment du côté flamand, qui disent que les projections budgétaires de Bart De Wever et de son gouvernement ne tiennent pas la route. Alors, c'est pas toujours quand même populaire de faire grève et de manifester. Je vous propose de voir une première question d'une téléspectatrice. Elle se fait appeler Chanty
mystérieuse. Le gouvernement n'est même pas encore en place. Que fait le PS des grèves? C'est le seul domaine où ils excellent. Et pendant qu'ils font la grève et qu'ils font perdre plus d'argent au pays, les Flamands, eux, travaillent. Le Wallon qui fait grève et qui manifeste, le Flamand qui travaille, c'est un peu cliché ou il y a un fond de vérité? D'abord, il faut rappeler que quand les gens font grève, ils perdent de l'argent. Donc, ils ne le font pas par plaisir. Et moi, je l'ai toujours dit en tant que ministre du Travail, chaque jour de grève, c'est un jour de grève en trop parce que ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec de la concertation sociale, c'est un échec du dialogue. Et je le répète, les gens ne font pas grève par plaisir. Et moi, j'y étais dans cette manifestation et il y avait beaucoup de Flamands, comme il y avait beaucoup de Flamands lors de la précédente manifestation des enseignants il y a quelques semaines. Ouais, c'est notamment sur les pensions qu'il y a une crispation du monde du travail? Sur les pensions notamment, parce qu'il n'y a aucun parti qui a fait campagne sur les pensions. Il n'y a aucun parti qui est allé devant l'électeur en disant on va vous faire travailler plus longtemps, on va faire en sorte que vous travaillez plus longtemps et que vous gagnez moins. On ne change pas l'âge légal de la pension, hein, c'est toujours 67 ans. Pour toute une série d'agents des services publics. Les enseignants, les enseignantes, les cheminots, les facteurs, les policiers, les pompiers. Est-ce que vous trouvez, je pose simplement la question, est-ce que vous pensez qu'un pompier, qu'un militaire, à 67 ans, un policier est encore capable d'exercer son métier de manière complète? Est-ce que vous voyez un pompier monter à la grande échelle avec la lance à incendie à 67 ans? Est-ce que vous voyez un militaire aller sur un terrain d'opération à l'étranger faire la guerre à 67 ans? Théoriquement, les fonctions telles que les fonctions de terrain, elles devraient être préservées. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Du côté de l'Arizona. C'est pas vrai. Et ça va. Donc en plus, ils vont d'abord devoir travailler plus longtemps. Et en plus, ils vont, à la fin de leur carrière, toucher une pension qui sera diminuée, qui sera réduite. Alors quand Vooruit, le Parti socialiste flamand, dit que malgré tout, l'indexation des salaires a été préservée, que l'indexation des allocations sociales est maintenue, que le budget des soins de santé va être augmenté, et que donc pour eux, l'accord est parfaitement défendable, vous ne partagez donc pas leur analyse? Non, absolument pas. D'abord, l'indexation automatique des salaires, ce n'est pas un cadeau qui est fait à la population et aux travailleurs. Et puis, ce gouvernement a prévu de réévaluer les choses dans 2 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose d'acquis. 2, sur les soins de santé. Le budget va effectivement continuer à augmenter, mais de manière insuffisante pour couvrir les besoins. Il augmente moins qu'avant, et il augmente surtout moins que nécessaire pour couvrir les besoins. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même expliquer. Pourquoi est-ce que le budget des soins de santé augmente et doit continuer à augmenter? Parce que la population vieillit, et que quand on vieillit, malheureusement, on a plus souvent recours à un médecin, à l'hôpital, à des soins de santé, et donc ça coûte de plus en plus cher. Et donc, le Bureau fédéral du plan, qui est un organe indépendant, établit chaque année ce qu'on appelle la norme de croissance des soins de santé. Donc, la trajectoire que doit suivre le budget des soins de santé pour qu'on puisse continuer à aller chez le médecin, chez le dentiste, pour pouvoir aller à la pharmacie sans se ruiner. Et là, on sera en dessous de la norme. On sera en dessous de la norme, et ça veut dire de manière concrète, claire, des fermetures d'hôpitaux, ça veut dire des soins, des médicaments qui coûteront plus cher, des visites chez le médecin qui seront plus difficiles à obtenir, ou qui coûteront plus cher. Alors, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé que cette manifestation de cette semaine n'était qu'un début. Il y aura donc une grève générale le 31 mars. On va écouter la réaction de Peter Timmermans, c'est l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, donc la Fédération des grandes entreprises. Il était ce matin dans notre matinale. Faites très attention. C'est la 3e année consécutive que la production industrielle baisse. À ce moment, au même moment, annoncer une grève de 24 heures, c'est très cynique. C'est presque une menace de votre part. Non, je dis simplement, c'est la réalité. S'ils veulent faire grève et s'ils veulent arrêter le pays pendant 24 heures, c'est leur décision. Mais je dis simplement, réfléchissez 2 fois, parce que les conséquences peuvent être énormes. Est-ce qu'on est en train de jouer avec la prospérité et la création d'emplois en organisant des grèves? Mais on a d'abord un gouvernement, Arizona, MR, NVA, les engagés, qui jouent surtout avec l'avenir de la population belge. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et j'entends M. Timmermans, je le connais bien, moi j'ai été ministre de l'économie et de l'emploi, donc je l'ai souvent rencontré, j'ai souvent négocié avec lui. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en Belgique, les entreprises, et notamment les grosses entreprises, se portent très bien. Elles ont des marges bénéficiaires qui sont donc elles font plus de bénéfices que des entreprises similaires dans des pays voisins.
Et elles doivent donc normalement contribuer à un effort, elles doivent faire en sorte que les gens elles ne le font travaillent. pas ? Non, pas suffisamment, non. Alors, autre grande question de la semaine qu'on voulait aborder avec vous, Pierre-Yves Dermaille, on est toujours au niveau de l'actualité fédérale, c'est ce que le nouveau gouvernement entend faire en matière de taxation des plus-values. L'accord de gouvernement serait assez flou, en tout cas sur les modalités. Georges-Louis Boucher a présenté sa version de la taxe en affirmant qu'il avait un papier du Premier ministre sur la question, et puis il y a eu rétractation par la suite. On écoute la version de Bart De Wever, c'était hier après-midi à la Chambre. Et je vais être clair et précis sur le sujet. Comme chaque partenaire de la coalition l'a déjà déclaré à multiples reprises dans la presse, il n'y a pas d'accord secret concernant les modalités de la taxe sur les plus-values, ni sur des autres sujets d'ailleurs. Comme je l'ai communiqué au président de la Chambre le week-end passé, lors des négociations, il est évident que de nombreuses notes ont été échangées concernant pratiquement chaque mesure de l'accord de gouvernement. Mais ce qui compte, c'est le texte final de l'accord. Un texte que chacun peut lire en toute transparence. Alors, en toute transparence, vous aviez posé cette question au Premier ministre. On vient d'entendre un extrait de sa réponse. Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas ? Non, absolument pas. Non. Donc, il n'y a pas de transparence sur ce qu'on va faire sur la taxation des plus-values ? Mais d'abord, je le répète, je l'ai dit au Premier ministre, s'il n'a rien à se reprocher, s'il n'a rien à cacher, il devait produire cet accord dont Georges-Louis Boucher a dit lui-même dans la presse, à des journalistes, qu'il était rédigé de la main même du Premier ministre. Il a dit après qu'on avait mal compris et qu'il n'y avait pas d'accord secret et qu'il ne l'aurait jamais dit à la presse s'il y en avait eu un. Ça, c'est quand même terrible. Donc ça veut dire que quand la presse dit quelque chose, et M. Boucher s'exprime tous les jours et plusieurs fois par jour à travers la presse, à travers des tweets, et comme par hasard, quand ça ne lui plaît pas, quand ça crée effectivement un problème et un problème de gouvernement, alors il a été mal compris, il n'a pas dit ça, et c'est la presse qui a menti. Ouais. Je trouve que c'est vraiment, vraiment interpellant et problématique de la part d'un responsable politique de haut rang, un président de parti comme M. Boucher, de remettre en cause la crédibilité et l'indépendance de la presse. Et d'ailleurs, je pense que vos confrères, M. Grosfilet, ont réagi de manière virulente, de manière assez vive, en disant que c'était totalement inacceptable et qu'il avait effectivement dit qu'il avait un accord secret signé de la main du Premier ministre. Alors, il y avait quand même un climat relativement agité à la Chambre. Je vous propose qu'on entende votre réplique au Premier ministre, un petit bout en tout cas de votre réplique au Premier ministre, et puis une intervention de Georges-Louis Boucher, justement. Tout d'abord, des promesses trahies, celle d'augmenter le salaire net des travailleurs et des travailleuses de 500 € en plus par mois. Ensuite, sur un mensonge budgétaire, un château de cartes de chiffres. Et puis aujourd'hui, sur un manque flagrant de transparence. Ce n'est pas un bon début, Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas un début digne des attentes et des besoins de la population belge, d'autant que l'on sait qu'il y a d'autres accords secrets. Il n'y a pas d'accord secret. Mais je vais vous donner un scoop. J'ai, Monsieur Dermagne, un document secret à révéler aujourd'hui. Je vais le révéler à l'Assemblée. Je vais le révéler à l'Assemblée et je vous demanderai, Monsieur le Président, d'en donner copie à l'ensemble des parlementaires. C'est le bilan en termes de réforme de Monsieur Dermagne sous le gouvernement Vivaldi. Voilà le document secret, une feuille blanche, recto verso. C'est le bilan de Monsieur Dermagne sous la Vivaldi. Voilà, une feuille blanche, c'est ce que brandissait Georges-Louis Boucher. Votre réaction, on va avoir un match comme ça, Dermagne-Boucher toutes les semaines ? Moi, ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, d'abord, c'était le Premier ministre que j'ai interpellé, pas le président de parti, qui est un parlementaire qui vient faire de l'esbrouf et du show. Il était question de lui quand même, parce que l'histoire de l'accord secret, ça part d'une de ses déclarations. Ça part d'une de ses déclarations dans la presse, effectivement. Voilà, M. Boucher a fait, est coutumier de ce genre d'outrance. C'est quelqu'un qui agresse systématiquement les hommes et les femmes politiques, qui les critique, qui les injurie régulièrement. Il l'a fait sous le gouvernement Vivaldi, alors que son parti était membre du gouvernement. Et alors le bilan, moi je suis assez fier de mon bilan en tant que ministre de l'économie et de l'emploi. On a une économie belge qui, sous la Vivaldi, a mieux résisté que toute une série d'économies en Europe, à l'exception de l'Espagne. On a créé 300 000 emplois sous la Vivaldi, c'était du jamais vu. On a augmenté le salaire minimum, c'était du jamais vu depuis 12 ans. On a fait en sorte que les plus basses allocations, notamment les plus basses pensions, augmentent de manière significative, au-delà de 1 600 €. Et donc moi, je suis assez fier de ça, effectivement. Ouais. Sur le fond, sur cette histoire de plus-value, estimer que les actions qu'on détient depuis plus de 10 ans ne doivent pas être taxées, contrairement à celles qu'on a achetées il y a 6 mois, par exemple, et qu'on doit faire la distinction entre le placement à long terme et la spéculation à court terme, c'est un bon raisonnement ou c'est pas un bon raisonnement ? Mais
Moi, je veux qu'on revienne au Elle doit rapporter 500 millions, cette taxe sur les plus-values. Elle ne rapportera jamais 500 millions. Et tous les experts le disent, tous les fiscalistes le disent. Et moi, je voudrais quand même revenir aux fondamentaux. Ce que demande comme effort, ce que ce gouvernement Arizona demande comme effort, c'est 95% à la classe moyenne et seulement 5% aux plus riches. La taxe sur les plus-values, elle concerne les plus riches. Est-ce que vous trouvez normal, M. Grosfidet, que quand vous travaillez, 1 heure de travail, vous payez des impôts? Alors que si vous boursicotez, si vous jouez en bourse et vous gagnez, vous avez la chance de gagner, avec finalement l'argent et le travail des autres, vous ne payez rien là-dessus. On est le seul pays au monde à ne pas avoir de taxe sur les plus-values. Ce qui est dans l'accord Arizona est un tout petit bon début. Mais on le voit, M. Boucher et le MR veulent une fois de plus faire en sorte que les plus riches payent le moins possible, les plus riches et les très riches, pas la classe moyenne, pas les gens qui travaillent, pas les gens qui ont eu la chance de bénéficier d'un petit héritage. Vraiment, les plus riches ne contribuent pas. Il veut les exonérer, il veut les immuniser, il veut les protéger. C'est son choix, c'est sa responsabilité, c'est pas celle du Parti socialiste. On estime, nous, qu'on doit baisser la fiscalité sur le travail pour revaloriser le travail, remercier celles et ceux qui se lèvent tôt le matin, qui font des efforts, et on doit faire contribuer les plus riches. Et ça passe notamment pour une taxe sur les plus-values qui soit une taxe digne de ce nom, comme il en existe dans tous les pays du monde. Alors, le vendredi, on donne aussi la parole à nos téléspectateurs, Pierre-Yves Dermagne. Ça n'a pas de rapport avec la coalition Arizona. La question que je vais vous proposer maintenant, on va quitter la question sociale, on va plutôt être sur une question de société, question donc de Charles de Grève. Dans le contexte actuel, est-ce que notamment à Bruxelles, avec les questions d'insécurité et de fusillade qu'on a eues, est-ce que votre projet de légaliser certaines drogues est toujours d'actualité? Ça, c'est un thème que vous avez beaucoup porté au sein du Parti socialiste. Oui, moi je l'ai toujours défendu et je continue à le défendre parce qu'on ne doit pas laisser l'argent de la drogue aux dealers. S'il y a de la violence, elle est inacceptable et on doit la combattre. Et on doit mettre tous les moyens, notamment en allant chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire en allant attaquer les dealers, les barons de la drogue, qui utilisent des petites... On légalise toutes les drogues ou seulement certaines? C'est un débat qui est pas mûr dans la société. Moi, je pense qu'on doit commencer par les drogues dites douces. Et je suis de ceux qui disent qu'il n'y a pas de drogue douce. On peut faire un usage dur d'une drogue dite douce, comme on peut être dépendant de l'alcool, de certains médicaments. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui banalise des choses. Je suis papa de 2 garçons. Et j'espère que jamais ils ne toucheront à la drogue. Mais on doit changer de méthode. La méthode qu'on a utilisée depuis des centaines d'années maintenant, c'est-à-dire la prohibition, elle ne fonctionne pas. Elle ne fait en sorte que, d'enrichir les dealers et les barons de la drogue, qui se trouvent souvent d'ailleurs à l'étranger, à Dubaï, au Qatar, pour ne pas les citer, qui utilisent ici des petites mains dans les quartiers pour faire la sale besogne, pour faire le sale boulot. On doit bien entendu les poursuivre, les traîner devant la justice et les sanctionner, mais on doit faire en sorte de changer de méthode et de changer de logique. Allez, on va terminer cette émission par l'actualité bruxelloise, si vous voulez bien. Je sais que vous allez me répondre que les négociations bruxelloises, c'est la responsabilité d'Ahmed Lawedge et de la Fédération bruxelloise du PS et que vous n'allez pas faire de commentaires là-dessus. Si, je peux faire des commentaires, je vous propose quand même d'entendre 2 déclarations. La première est de Georges-Louis Boucher à nouveau et la seconde est de David Lester. Parce qu'Ahmed Lawedge, vous savez ce qu'il veut? Il veut qu'on soit en affaires courantes pendant 5 ans. Parce que le PS considère que la région bruxelloise lui appartient et donc estime que la victoire du MR n'est qu'un accident de l'histoire. Et que cet accident de l'histoire, il faut le passer très vite. Ahmed Lawedge lui-même m'a dit que 5 ans, ça passait rapidement. C'est pas sérieux. Si Ahmed Lawedge joue cette stratégie-là, et je suis maintenant assez convaincu qu'il joue cette stratégie-là, il sera alors le responsable de la faillite de Bruxelles. Je comprendrais que vous voudriez que je me distancie des propos de Georges-Louis Boucher, mais ça, je ne vais pas vous faire ce cadeau-là, mais j'ai un rôle de formateur ici, qui est de rester au-dessus de la mêlée. C'est dans 2 semaines, par contre, mais quand le principal parti tient des propos de ce genre-là à l'égard d'un partenaire potentiel, on a plutôt le sentiment que ce parti-là non plus ne cherche pas vraiment à faire un accord. Ouais, ce parti-là commence à fatiguer. Si je devais vous relayer, c'est ce que le président du parti fait, le sentiment des mandataires, des membres, des sympathisants après autant de temps de blocage, je peux vous dire que ce ne serait pas très très amène comme propos. Alors, je voudrais vous entendre sur les postures des uns et des autres. Est-ce que le PS et le MR, à Bruxelles aussi, mais peut-être d'une manière générale, sont encore en position d'être l'un et l'autre des partenaires de gouvernement, de siéger ensemble dans la même majorité? Quand on vous voit à la Chambre avec Georges-Louis Boucher, quand on entend ce que Georges-Louis Boucher dit d'Ahmed Lawedge, on commence par avoir des doutes. Est-ce que ça va laisser des traces, tout ça, ou est-ce que c'est juste de la com? Alors moi, je pense d'abord que la manière de faire de la politique de Georges-Louis Boucher, elle abîme la politique de manière générale. Elle abîme aussi le MR, qui a effectivement, et de manière incontestable,
gagner les élections du 9 juin. C'est peut-être parce qu'il y a Georges Boucher que le maire a gagné les élections. Mais qui ne sait rien faire de cette victoire, on le voit. C'est quelqu'un qui joue l'homme et la femme plutôt que le ballon, systématiquement. C'est quelqu'un qui agresse, qui injurie. Monsieur Ahmed Laoueche a, contrairement à ce que dit Monsieur Boucher, a proposé de manière loyale et l'a dit de manière publique en disant effectivement c'est le MR, le premier parti du côté francophone et qui donc doit former cette majorité. C'est Monsieur Leicester désigné par le MR comme formateur et donc comme probable futur ministre-président, et Ahmed Laoueche a confirmé cela en disant effectivement Monsieur Leicester doit être le futur ministre-président, doit prendre ses responsabilités. Vous ne répondez pas vraiment à ma question, Pierre Widermagne. Est-ce qu'aujourd'hui, la distance entre le MR et le PS devient trop grande pour vous imaginer ensemble dans un même exécutif, qui a été souvent le cas dans le passé? Comme ça a été dit à l'époque, d'abord c'est des alliances contre nature, avait dit Loretta Cummings. Mais c'est la politique belge qui est une politique, un système politique proportionnel où on doit effectivement faire des compromis. Mais il y a une différence entre compromis et compromission. Moi j'ai encore des sympathies et même des amitiés vis-à-vis de certains mandataires MR. Dans ma commune à Rochefort, je dirige depuis plusieurs législatures avec le MR, mais avec des gens qui sont des gens raisonnables, responsables et respectueux de l'adversaire politique et du partenaire politique. Alors le problème ne se pose pas à Rochefort, il va se poser à Bruxelles et peut-être un jour au fédéral. Avec la NVA, c'est possible de gouverner ou pas? C'est compliqué, notamment à Bruxelles, parce que c'est un parti qui n'aime pas Bruxelles, c'est un parti qui nie Bruxelles. C'est un parti qui estime que Bruxelles doit être gérée par les Flamands et par les Wallons. Donc Ahmed Laoueche a raison de poser un veto pour l'instant. Et en plus, c'est un parti qui, à Bruxelles, ne représente quasi rien. Je veux dire, pas un seul conseiller ou conseillère communale dans les 19 communes mais il faut de la faire région une majorité dans le bruxelloise. collège néerlandophone et pour l'instant c'est compliqué si on se passe de la NVA. Et en même temps, on ne peut pas demander à un parti et au Parti socialiste de renier ses valeurs, de renier ses engagements et de faire en sorte de trouver normal que la NVA monte dans un gouvernement alors qu'elle déteste Bruxelles, qu'elle déteste les Bruxelloises et les Bruxellois et qu'elle ne représente aujourd'hui plus rien en région bruxelloise. Ahmed Laoueche ne devra pas céder, même si le fait qu'il cède permettrait de peut-être sauver une majorité et d'éviter le chaos. Mais je rappelle qu'au Parti socialiste, après le 9 juin, on a fait le choix de l'opposition. À Bruxelles, c'est un peu particulier puisque l'architecture institutionnelle et les règles institutionnelles à Bruxelles font que le PS est d'une certaine manière incontournable. Parce qu'il y a des exclusifs qui sont posés par les autres. Il y a des exclusifs du MR vis-à-vis du PTB, par exemple. Il y a des exclusifs de certains vis-à-vis de la team Fouad Haïdar. Donc voilà, il faut tenir compte de ça. Le PS n'est pas le seul à dire que c'est particulièrement compliqué de travailler avec la NVA. Pas pour des questions de personnes, mais pour des questions de valeurs, des questions de fond et des questions de respect des Bruxelloises et des Bruxellois. Allez, on termine avec une dernière question de nos téléspectateurs. Alain Lefebvre vous demande si vous ne regrettez pas les attaques de Paul Magnette sur les plateaux TV contre le PTB, en pensant que finalement les engagés allaient faire une coalition avec le PS qui n'était peut-être pas prévue au départ. Est-ce que vous n'êtes pas trompé d'adversaire pendant la campagne électorale, Pierre-Yves Dallemagne ? Mais d'abord, il n'y a pas eu d'attaque de Paul Magnette vis-à-vis du PTB. On a souvent été plutôt les victimes des attaques du PTB, nous, au PS. On y a répondu parce qu'on ne peut pas se laisser traîner dans la boue ou attaquer de manière systématique. Et on n'avait pas de plan ou d'accord secret avec les engagés ou avec quelconque parti. On est allé libre aux élections. On a effectivement dû constater une défaite électorale, particulièrement en Wallonie, beaucoup moins à Bruxelles, et on en a tiré les leçons. On a fait le choix de l'opposition dès le 9 juin au soir, et je pense que c'était une bonne chose. C'est aussi la démocratie, l'alternance, le fait de ne pas toujours être au pouvoir et d'assumer le rôle d'opposition. Quand le PTB est dans des coalitions avec le PS dans quelques communes, ça figure de test, c'est pour voir si ça peut être un partenaire fiable dans le futur ou pas? Non, ça tenait compte des réalités arithmétiques et du résultat des élections dans certaines communes. Oui, une dernière question, dans les près de 300 messages qu'on a reçus pour cette émission, il y en a certains qui vous attaquent un petit peu sur le côté républicain en disant oui, c'est un républicain mais il n'a pas hésité à prêter serment devant le roi. Vous êtes républicain ou vous ne l'êtes plus? Mais je l'ai toujours été et je le suis toujours, mais je suis un légaliste aussi. La Belgique est une monarchie, ce que je regrette parce que moi je pense qu'on ne doit pas avoir de privilèges ou de droits en fonction de sa naissance, que chacun devrait pouvoir accéder à la fonction suprême de chef de l'État, qu'on soit fils ou fille d'ouvrier, qu'on soit vous aimeriez bien être le chef de l'État? Pas moi, pas pour moi, non, pas du tout. J'ai pas cette ambition, vous le savez. Mais simplement, en tant qu'homme de gauche,
qui met l'égalité entre tous les citoyens vraiment au cœur de mon projet politique, de notre projet Donc politique. vous l'êtes toujours J'estime républicain. que la naissance ne peut pas octroyer des droits et des privilèges. Et donc je reste républicain, mais je suis aussi un légaliste. Et j'ai par ailleurs, de manière personnelle, eu d'excellentes relations avec le roi Philippe et la reine Mathilde. Merci beaucoup Pierre-Yves Dermagne, merci d'avoir été notre invité ce soir. Plus d'actu reviendra lundi à 17h avec Jean-Christophe Peuzès. Et puis moi je serai là lundi matin dès 6h58 pour Bonjour Bruxelles. Et lundi matin on recevra notamment Valérie Glatini et Frédéric Degutte. Passez un excellent week-end.